Sœur Alvi Mouzita, j'ai anglicisé ça pour un titre de noblesse vu la beauté de votre écriture. Et vous étiez dernièrement à Abidjan, c'était en octobre. Et dans quel cadre êtes-vous arrivé à Abidjan et quels ont été les sentiments qui vous ont animé quand vous avez découvert Abidjan? Oui, j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire, plus précisément à Grand Bassam. C'était dans le cadre du meeting international du livre et des arts associés qui s'est tenu bien évidemment vers la fin du mois d'octobre. C'est dans ce contexte que j'ai été d'ailleurs sacré lauréat du prix Mila du livre francophone 2023. Et après cela, j'ai fait tout à Abidjan. Je peux dire que j'ai passé des bons moments avec mes confrères et consoeurs de plume. Je remercie et félicite ici les organisateurs de ce grand festival, à l'instar de M. Yves Kouagou et Krépin Konon. Je profite aussi de l'occasion de remercier mon jumeau ivoirien, Roland Kota, un grand écrivain, oui, un grand écrivain, de m'avoir chaleureusement accueilli et pour ce moment extraordinaire, on a passé ensemble autour du livre de la gastronomie ivoirienne. Voilà. Voilà, autour de la gastronomie ivoirienne, vous êtes lauréat et quels ont été les sentiments pour vous de recevoir un prix hors du Congo, de votre Congo natal? Ben écoutez, c'est un sentiment de bonheur à la base. Mais au-delà du bonheur, il y a toujours ce sentiment d'honneur qui flotte. Parce que lorsque vous quittez votre pays et vous partez à l'extérieur et revenir au pays avec un trophée, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Donc du coup, quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais avec moi, avec toute la population congolaise dans l'esprit. Et d'avoir triomphé, si je puis dire, c'est pour moi un grand honneur vraiment. Un un grand honneur vraiment. Sœur Alvi Mouzita, vous venez, vous recevez un prix, vous avez un parcours en tant qu'écrivain semé d'embûches, vous résistez et puis vous faites sortir un best-seller, une œuvre qui marque Chant pour une fleur. Et quels sont les auteurs qui ont influencé votre style et qui vous ont donné un style? Il faut dire d'abord que l'artiste ne part jamais de rien pour créer. Il passe par l'imitation qui n'empêche pas sa créativité. L'imitation devient ici comme l'un des procédés d'apprentissage qui va de simple lecture à la création. Je peux encore dire que l'artiste forge son style grâce au travail et au temps. L'influence des grands auteurs devient une nécessité, une sorte d'initiation. Voilà, et j'ajoute également que le style devient propre à l'auteur lorsque celui-ci a mûri. Et pour revenir à la question, je peux dire que les grands auteurs qui m'ont influencé, voilà, je peux d'abord commencer par Léopold Sédar Senghor, parce Oui. que j'ai un recueil de poèmes de Senghor. De temps en temps, je passais mon temps avec ce bouquin, lire et relire Senghor, a donc orienté d'une certaine manière à pouvoir utiliser cette prose poétique dans un recueil de poèmes. Et ensuite, j'ai découvert, bon pas découvert, mais j'ai quand même lu profondément Aimé Césaire. Et c'est Aimé Césaire qui me donne le style d'un forgeron, le style volcanique de l'écriture. Voilà, bien après, il y a eu Tikaya Oudamsi. Avec Tikaya Oudamsi, le style que j'ai pu découvrir, c'était beaucoup plus au niveau du brassage culturel. Un brassage qui est à la fois douloureux, un brassage qui met en exergue voilà, le conte, un style de conte, donc le poète devient un conteur parce que lui-même il dit voilà, je n'écris pas mais je rends compte, compte avec C-O-N-T-E.
foulée lu certains auteurs comme Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud et Alfred de Musset. Voilà pourquoi vous verrez dans l'ouvrage, vers la fin, des textes qui sont beaucoup plus romantiques. Et ce romantisme est né bien évidemment à la lecture de, par exemple, les fleurs du mal, et voilà, les nuits d'octobre, nuits de mai d'Alfred de Musset, et voilà, qui est le texte de Charles Baudelaire. Merci Alvi Musita. Très intéressant de pouvoir voyager dans l'esprit du poète que vous êtes et ce qui a fondamentalement donné cette couleur à votre littérature qui est un voyage dans la pensée de nos anciens poètes. Et donc moi maintenant je vais m'atteler maintenant à ce que nous entrions au cœur de votre recueil qui a été primé au Mila, Grand Prix Mila de littérature francophone 2023. C'était en Abidjan au mois d'octobre. Le chant de fleurs de Monsieur Alvi Musita. Musita, sérieusement, j'aime le nom des Congolais. Certainement que moi aussi, mon nom, il est beau. Donc, Alvi, mon cher. Ici, ma première préoccupation est celle de savoir si Chant pour une fleur, votre recueil de poèmes, qui a été lauréé au Mila, est une simple poésie ou une poésie doublée d'épopée et voire même tripée de prosopopée. Merci pour la question. Oui. Pour répondre, je peux dire que Chant pour une fleur est une poésie complexe. Une poésie complexe, mais qui est loin de l'hermétisme. Et aussi qui est loin de l'art pour l'art. C'est un habillage dialogique, une certaine écriture métaphorique du dévoilement. Parce que lorsque vous lisez l'ouvrage, de temps en temps, il y a des éléments très profonds que vous découvrez. C'est aussi une écriture du questionnement du mystère. Voilà, comme disait un poète français, que le poème est un mystère dont le lecteur doit rechercher la clé. Il y a dans Chant pour une fleur une recherche profonde du cosmos africain. Parce que j'ai mis en quelque sorte, dans son peu, des éléments d'histoire, des éléments de cosmogonie. Vous retrouvez par exemple les personnages des dieux comme Osiris, Anubis, Horus, etc. Donc il y a, je peux dire, l'apanage d'une poésie d'épopée et de prosopopée. Épopée, pourquoi? Parce que c'est la célébration des héroïnes africaines. Je pense notamment à la reine Nzinga, à Tetu Batoul. Il y a même j'ai parlé des femmes qui ont marché sur Grand Bassam. Oui. Et donc, elles sont tellement nombreuses dans l'ouvrage, oui. J'en passe. Je tombe sur le dernier point qui est la prosopopée. Pourquoi prosopopée? Parce que c'est l'interaction nocturne entre le poète et les choses personnifiées. Donc, il y a ce dialogue entre les êtres invisibles, mais qui pour le poète sont visibles. Voilà. Merci. Oui, en tant qu'écrivain, moi aussi, et puis en tant que critique, j'ai tenu à poser cette question parce que j'ai vu la densité de votre poétique où l'épopée transparaissait, mais aussi où la prosopopée intervenait. Sœur Alvi Musita, je vais te demander de prendre ton recueil à la page 30. Prends ton recueil à la page 30 et lis-nous... La page 30 et lis-nous Chant spirituel pour Kimpa Vita. Kimpa Vita qui est une héroïne morte très tôt, qui a résisté et sur qui j'ai fait une émission, à mon émission historique, Sillon d'histoire. Donc vous allez voir comment Alvi Musita appréhende notre héroïne congolaise, cette jeune dame, on l'appelait la Jeanne d'Arc africaine. Alors, on y va.
Oui, Alvi? Oui, je vous écoute. J'ai Non. eu du mal à vous suivre un peu. Je dis de me lire le poème Chant spirituel pour Kimpa Vita, Ah, d'accord, la d'accord, page d'accord. 30. Donc, nous sommes à la page 30, je lis. J'habite la vallée des mots au mûrissement des lucioles. J'habite les grimoires à la traversée des nuages. Ici, la nuit marche comme une déité qui ouvre le totem. Et la lune et les étoiles me sont griots depuis les caresses du vent. J'appartiens à ce crépuscule où le bruit des ancêtres danse comme des rivières, où les chants remontent toute mémoire dans les forêts couchées comme la chevelure du fleuve. J'appartiens, oui, j'appartiens au feu qui niche le dictionnaire des dieux, où chaque mot est un symbole érigé pour dévoiler la mémoire. Ô demeure des grimoires, depuis les sarcophages du Nil, recherchez-moi l'os des révolutions au concile des trolls. J'ai rêvé un soleil qui marchait vers moi comme la rosée sur la fleur. Son regard m'a paru sanctuaire des divinités Congo. Et j'ai vu demeure des paroles gravées sur le silex. Que mes prières franchissent la frontière des initiés. Kimpa Vita, cette nuit m'a revêtu de toi comme un enfant dans les bras de sa mère. Me voici bourgeon au creux du crépuscule qui s'écarte. Ordonne que je sois étoile, dont la flamme sera insurrection des dieux oubliés. Ordonne que je sois, pour que j'existe, car j'habite toujours la blessure de ta mort comme une infection morbide. Et j'ai des larmes plus fécondes que l'océan Indien. Qu'on ne brûle pas une femme comme on brûle l'épineux. Et comment dépoussiérer la colère qui pèse mes paupières, si déjà mon sommeil s'évanouit à l'ouverture d'insomnie. Je t'invoque, oui, je t'invoque comme gardien du grand espoir, que ton sang tombé fleurisse les îles où les hommes conservent les flamboyants, que ton sang tombé fasse taire le soulèvement des volcans. Kimpa Vita, j'habite ton pays qui se lasse d'être un pays à cause des blessures qui rythment nos marches, à cause du génocide et libellules. Hurle donc ta lumière aux abîmes, et si les étoiles sont toutes ternes, depuis la déchéance des politiques, depuis la barbarie des concrélats, et même ta mémoire disparaît comme l'envol des feuilles, parce que la culture est fille négligée à la construction de ce pays. Merci Alvi Muzita. Poème qui s'étend de la page 30 à la page 32. Long poème, hommage, une élégie, un chant à Kimpa Vita, un chant spirituel. Vous avez écouté le poète déclamer ce poème fort. Kimpa Vita, elle est morte avant d'atteindre ses 30 ans. Elle a été brûlée au bûcher comme Jeanne d'Arc l'a été. Et c'est la puissance de cette poétique de notre poète qui nous fait plaisir. Muzita, Chant des initiés est un poème de votre recueil. Incantation nocturne est aussi un poème de votre recueil. Nous n'allons pas commenter Kimpa Vita, la lecture de Kimpa Vita. On laisse seulement que les auteurs, les auditeurs puissent comprendre la puissance de votre écriture. Qu'est-ce que le poète évoque dans ces deux poèmes? Et pourquoi le second commence-t-il par une minuscule et que les minuscules se projettent jusqu'à chaque strophe de vos vers? Bien, Chant des initiés, c'est un poème qui suit en quelque sorte les traces de Kimpa Vita, le texte de Kimpa Vita. Mm-hmm. Parce que Chant des initiés, c'est un poème qui s'adresse à l'Afrique. C'est d'ailleurs à la page numéro 61, mm-hmm. Là où je mets en exergue la force même de l'Afrique. Mm. Certains lecteurs diront, mais à quoi renvoie le terme initié? Ici, le terme initié renvoie effectivement à ces guerriers, à ces athlètes, à ces griots, à ces personnes qui ont pris conscience
de la force vitale de l'Afrique, de sa condition même, et qui leur donne la position, effectivement, de pouvoir valoriser l'Afrique, pouvoir chanter la gloire de l'Afrique, pour que les générations qui vont venir puissent non pas sombrer dans ce désespoir où on présente l'Afrique comme le continent le plus misérable. Parce qu'on a tendance à montrer l'image de l'Afrique comme étant l'image d'une femme violée, désespérée, qui n'a plus de capacité de pouvoir avancer. Donc moi, à travers cela, je donne de la force à l'Afrique. Tu donnes de la force à l'Afrique. Je vais encore rebondir sur quelque chose, mais là, j'en viens maintenant à ton style. C'est vrai que tu l'as expliqué de long en large, mais moi, je reviens encore dessus. Toujours d'un point de vue stylistique, mixte de vers et de prose. Pourquoi une telle alternance stylistique? Oui, mais le style, voyez-vous, un poète est reconnu beaucoup plus par rapport à son style. Senghor disait d'ailleurs que ce qui fait la négritude d'un poème, c'est moins le thème que le style. Donc, l'art étant l'expression rigoureuse de la vie, se repose bien évidemment sur le style. Faire une mixture de vers et de prose dans un recueil de poèmes relève d'abord de la capacité de l'auteur à pouvoir mettre des lumières en ce qui concerne l'émotion. Parce que l'émotion n'est pas seulement codifiée à travers le vers. On peut aussi faire ressortir l'émotion à travers la prose. Voilà pourquoi il y a cette alternance stylistique, disons, il y a ce mariage entre le vers et la prose pour effectivement ressortir l'émotion cachée au plus profond du poète. Au plus profond du poète, puisque le chant même chante toute l'Afrique. Tout à l'heure, quand vous commencez, vous avez dit Otep pour saluer nos ancêtres, il faut les respecter. Dans votre poétique de 177 pages, parue aux éditions Plume et Saint, il y a une chose, le chant aux figures féminines, le chant aux sites historiques. Et là où moi j'en viens, vous chantez Kimpavita, vous chantez l'impératrice d'Abyssinie ou d'Éthiopie, Teitou Betoul, l'épouse de Ménélique II. Votre chant ou élégie exhume des symboles historiques. Et est-ce pour une réparation des torts à ces femmes-là, ou est-ce simplement, qu'est-ce que je vais dire, ou est-ce simplement à titre pédagogique? Écoutez, le poète n'est pas un précepteur pour lui réclamer un certain enseignement. Mais le poète, lorsqu'il écrit un poème, il ne vise pas d'abord une certaine pédagogie. Car s'il voulait bien évidemment faire de la pédagogie, il passerait à une émission, par exemple. Mais lorsque vous lisez les textes que vous avez soulignés ici, c'est qu'au-delà de la poétisation de la femme, au-delà même de la métaphore de cette fleur, au-delà de l'élégie, il y a des symboles historiques. Il y a des symboles historiques, des canaux qui permettent au lecteur de pouvoir ressasser, effectivement, refeuiller, sinon l'histoire africaine, et de retrouver les ingrédients qui permettraient plutôt à ces derniers de pouvoir s'engager à un combat. C'est le combat culturel, c'est le combat historique, parce que nous sommes dans un monde de guerre. Le monde de guerre, c'est un monde où les gagnants présentent, sinon imposent la version historique qui semble être adéquate pour eux, excusez. Mais ceux qui, par exemple, nous les Africains, qui des fois n'avons pas vraiment
des intellectuels qui osent dire des mots qui lui conviennent, le poète de ce fait, à travers les vers, met des canaux de réflexion. Par exemple, avec les figures emblématiques comme Kimpavita, Tétou, Bétoul, la reine Nzinga, la reine Thié, elles sont nombreuses. Je pousse le lecteur à pouvoir revoir l'histoire. Pousser le lecteur à revoir l'histoire. Et sœur Mouzita, je vais revenir à quelque chose qui m'a frappé, énormément frappé. Et c'est le long poème Une nuit fragile, page 136-155. Un texte poético-dramatique, c'est-à-dire le théâtre dans la poésie, comme si le poète était sous un dôme mystique où il converse avec sa muse. Ma question, pourquoi un tel long poème et pourquoi une dramaturgie dans votre poésie? Et pourquoi une nuit fragile? Oui, la théâtralisation même d'un poème marque ici la capacité d'un poète de pouvoir voyager dans tous les genres. Tout à l'heure, on a parlé de la prose, mais la prose aujourd'hui est beaucoup plus utilisée par le roman. Donc on peut dire qu'il y a une espèce de romantisation de la poésie. Le poème devient non pas romantique, mais le poème devient romantisé. Et ici, avec Une nuit fragile, le poème devient théâtralisé. Et d'ailleurs, je ne peux pas accepter cette charge de dire que je suis le premier auteur à pouvoir utiliser ce style. Bien évidemment, avant moi, il y a eu par exemple Léopold Sédar Senghor avec le texte de Shaka Zulu. Et avant lui aussi, il y a eu un poète, Alfred de Musset, avec les nuits d'octobre, nuit de novembre, etc. Donc ici, quand j'ai effectivement pensé utiliser ce genre, c'était une manière pour moi de laisser les deux acteurs s'exprimer de façon naturelle, de façon dramatique, avec cette énergie spirituelle de la poésie. C'est-à-dire le poète d'une part et la muse d'autre part, pour permettre au lecteur de pouvoir entrer en profondeur de la psychologie même du poète qui a été en amont déçu par une relation amoureuse. Oui, j'ai vu, j'ai posé cette question parce que moi-même j'utilise cette technique. Pour un auteur comme toi, tu es assez jeune. C'est par rapport à ta jeunesse qu'on voit la culture que tu as eue de faire des recherches. Quand tu parles d'Arthur Rimbaud, tu parles de Senghor. Baudelaire, il en faisait, mais rarement. Et donc, on voit la force. Mais quelle est la symbolique de Une nuit fragile, où la muse et le poète sont dans un dialogue? Quelle est la symbolique? La symbolique, c'est très simple. C'est de montrer effectivement que le poète ici n'est pas seulement cet individu qui est appelé à pouvoir mener une vie aisée. La symbolique même de ce texte, c'est un développement de montrer aux gens que le poète a une certaine charge très très douloureuse qui lui permet d'accoucher les poèmes. Là, je veux parler en termes de la maïotique poétique. Oui, la pour maïotique. paraphraser un peu Socrate. Oui, oui. Parce que ici, la muse, vers la fin, elle dit au poète que il m'a fallu que je puisse te donner de la peine. C'est-à-dire que je puisse séparer, sinon disloquer votre couple afin que tu puisses me permettre de t'inspirer des poèmes. La symbolique est beaucoup plus divine. Pourquoi pas beaucoup plus, voilà, non pas idéologique, mais je parlerai ici du mythe. Du mythe, parce que c'est un mythe dans le sens où le lecteur
voit comment est-ce que le poète part des douleurs, des tourments, des déceptions à la création, sinon à l'accouchement d'un poème. Et cela est effectivement une manière de dire que les poètes, on est poète parce qu'on a une certaine charge douloureuse et à travers cette douleur, on doit mettre au monde. Sinon, on va écrire des poèmes. Merci, merci. Oui, ce dialogue, ça fait que beaucoup s'y retrouvent. C'est vrai qu'il y a des douleurs qui nous arrivent lorsqu'on est artiste, surtout quand on est poète. J'ai subi ça aussi et cela m'a poussé à vraiment écrire parce que c'est les vrais poètes, c'est dans la douleur qu'ils puissent, quand ils sont touchés profondément, c'est là que leurs best-sellers, des chefs-d'œuvre sortent. Les fleurs du mal de Baudelaire en sont là. Quand tu lis le poème Le lac de Lamartine, tu comprends où encore elle vit. Tu comprends que c'est de la douleur ou encore elle avait pris ce pli de Victor Hugo. Des poèmes qui sont marqués par la douleur de ces poètes-là. Donc, sœur Alvé Mosita, je vais dégringoler. Est-ce que vous connaissez Guillaume Musso? Guillaume Musso, non. Guillaume Musso, non. Vous ne le connaissez pas. C'est l'un des écrivains de l'espace francophone, le plus prolixe et aussi un best-seller d'envergure. Une technique d'écriture hors du commun. Il a écrit une œuvre, La fille de papier, où il écrit et puis arrivé un moment, il a écrit comme ça, elle est tombée. Et à partir de ce moment, son personnage tombe de son ouvrage, La fille de papier, et son personnage se retrouve dans sa maison. Et son personnage qu'il a créé, à partir de la partie où il écrit « Elle est tombée », lorsque l'imprimeur, l'éditeur faisait le tirage, tout le reste des feuilles qui venaient étaient des pages vierges. Je sais que tu vois la corrélation que je vais établir avec ton recueil. Allô? Oui, je vous écoute. Tu vois la corrélation que j'établis déjà? Guillaume Musso, la fille, il dit elle est tombée et elle tombe de l'ouvrage. Guillaume Musso, comme vous avez vous l'avez très bien présenté avec cette anecdote et le lien qu'il y a avec l'un de mes textes. Voilà. Là, donc, il y a seulement une page. Non, ma question arrive. Ma question arrive. Une page vierge dans votre poétique, comme une chute brutale, le syndrome de la page blanche. Expliquez-nous pourquoi cette page blanche dans votre recueil. Est-ce que je dois dire que c'est une chute brutale? Je ne sais pas. Le syndrome de la page blanche, je ne pense pas. Pourquoi? Je m'explique. Ce texte, pour moi, a été Lettre à une femme. C'est un texte dont l'histoire me paraît plus ou moins absurde. Absurde dans le sens où j'avais d'abord écrit, mais ce que j'avais écrit ne m'intéressait pas. Ensuite, j'ai supprimé. Je voulais maintenant écrire un vers qui serait d'une certaine manière un résumé ou pourquoi pas une leçon de morale. Et je me suis dit que je ne suis pas un fabuliste comme Ésope pour laisser au lecteur une leçon de morale. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je me suis dit, bon, pourquoi pas laisser une page vide pour permettre au lecteur, bien évidemment, après la lecture, de pouvoir écrire un petit mot à la femme qui peut être une épouse, une mère, une sœur, une voisine, etc. Voilà en quelque sorte la petite histoire autour de ce texte. Merci, on va revenir à vous. Le titre de ce poème, c'est Lettre à une femme, page 167 du recueil, Laissez vierge. Alvé Mosita, nous revenons tout à l'heure à vous. Nous allons vous montrer un document d'un auteur, l'auteur que nous avons reçu le mardi. Il s'agit d'une vidéo, d'une position où les élèves du lycée Dominique Ouattara de Séguéla
reçoivent des livres et l'auteur nous montre à travers son explication. Arsène Konan Blessing. Bien. Nous sommes en seconde A2 du lycée moderne Dominique de Séguéla. Vous voyez ces élèves, ces apprenants qui tiennent les œuvres, le secret, le réveil arc-en-ciel, le rossignol matineux, ma fleur pour mon pays, sont l'exemple tangible et éloquent montrant qu'ils sont conscients que la réussite provient d'abord des connaissances livresques. Donc, en s'appropriant ces œuvres la veille des congés de Noël, ils témoignent devant tout le monde qui sont conscients que pendant ces congés, ils vont lire ces œuvres, ils vont faire les résumés, ils vont expliquer à leurs voisins, à leurs camarades le contenu, et quand ils vont lire le secret, ils sauront qui est Épidote, qui est Linpo, qui est Moula Soko, et Glouglou, et Yamé. Et ils sauront qu'on peut naître d'une famille pauvre. Ils sauront qu'on peut être issu d'une famille déshéritée, mais avec la persévérance, avec l'opiniâtreté, avec l'engagement, avec l'amour et la passion pour leurs études, ils pourront être des modèles en gravissant les échelons à travers les montagnes. Ils arriveront au sommet à travers ce modèle flamboyant de ce personnage atypique qui est Épidote. Et quand ils auront fini de savourer le secret, ils viendront également avec réveil arc-en-ciel. Et quand le réveil arc-en-ciel sera ouvert, ils comprendront la supercherie de ces hommes politiques qui prennent en otage la jeunesse. Et cette jeunesse découvrira qu'il faut prendre son bâton de pèlerin en main, en allant à la recherche de la connaissance, en allant à la recherche du mieux-être, et que demain, ils soient également des modèles, des bâtisseurs de leur avenir, sur qui nous pouvons compter, sur qui l'Afrique peut compter, sur qui le monde entier peut compter. Et quand ils auront fini de savourer ces deux œuvres, ils vont maintenant toucher ma fleur pour mon pays. Et ma fleur pour mon pays, vous voyez les élèves qui sont sur la première de couverture, en présence du drapeau de Côte d'Ivoire. Et ces élèves qui trouvent en face d'eux deux autres élèves déscolarisés qui sont venus à l'école pour savoir pourquoi les autres continuent d'aller à l'école. Pourquoi, quand ils se sont comportés de façon gauche, ils se sont retrouvés dans la rue, ce qu'ils ont récolté de misérables, de difficiles, ils reviennent pour dire à ceux qui sont encore en classe, pour leur dire que vous avez encore cette chance d'être encore à l'école. Et cette chance, il faut la saisir, et qu'ils prennent l'engagement devant le monde entier, devant les professeurs, devant les proviseurs, devant leurs camarades, en déclamant des poèmes qui se trouvent à la fin de cette œuvre, où élève 1 va parler, élève 2 va parler, élève 3 jusqu'à élève 9, et chacun dira que je serai le flambeau grandiloquent, ce flambeau lumineux de mon pays, de ma nation, et sur moi, on bâtira le fruit de l'excellence. Et quand ils vont arriver sur le rossignol matineux, où vous voyez un oiseau, le rossignol qui est un oiseau, on va dire, mystérieux et mystique et mythique, un oiseau qui
à plus de 260 chants qu'il gratifie, qu'il chante tous les matins, qu'il chante à midi, qu'il chante les soirs. Et dans ce texte, vous allez voir 30 poèmes qui chantent l'amour, qui chantent la joie, qui chantent la réussite, qui chantent le succès, qui chantent Dieu, qui chantent tout ce qu'il faut pour réussir. Pour l'heure, ce sont ces 4 ouvrages qu'ils ont pu acquérir. Quand on reviendra des congés, qu'ils feront la pièce de théâtre qu'ils vont jouer à travers leur club littéraire, au retour des congés, les autres ouvrages qui vont arriver, à savoir « Et si le 6 devenait 9 ?» Ils vont la voir. Applaudissez-vous. Merci. Bon, un retour à notre invité, Alvi Mouzita. Oui, je suis là. Oui, nous sommes presque au thème de notre émission. La dernière question, pourquoi avez-vous tenu à donner à votre recueil cette couleur panafricaine-là? J'ai tenu à donner à mon recueil de poèmes une couleur panafricaine parce que à la base, je suis un Africain. Alain Banco a dit on ne peut pas reprocher aux zèbres d'avoir des zébrures. Si moi j'ai des zébrures, pourquoi l'homme me le reprocher? Je reste conscient que l'histoire de l'Afrique n'a pas été beaucoup plus approfondie que cela. Donc donner une couleur panafricaine, c'est effectivement donner de la force à tous ces Africains qui se battent pour la réunification de l'Afrique, pour le rayonnement de l'Afrique. Pour le rayonnement de l'Afrique. On a déjà posé cette question. Alvi Mouzita, votre mot de fin aux auditeurs et téléspectateurs de la Voix de la Diaspora. Un dernier mot? Oui, aux auditeurs pour clore cette émission. Je ne peux que dire un grand merci. Un grand merci d'avoir passé toutes ces minutes. Ça n'était pas vraiment évident, mais je pense bien qu'ils se rendent pas compte qu'on a fait déjà pratiquement une quarantaine de minutes. Donc ça a été un vrai régal, un bonheur, une satisfaction. Voilà, qu'ils continuent toujours à écouter cette belle radio qui propose des belles émissions. Je pense bien que prochainement je reviendrai. Merci. Merci et à bientôt, Alvi Mouzita. Nous allons clore cette émission par un poème entre la muse et le poète. La muse dit: si tu es faible à pardonner, sois fort pour oublier. Ne laisse pas cette chenille devenir papillon, mais comprends qu'être blessé, c'est apprendre à aimer. Et souffrir plus qu'un mal infligé, c'est se connaître. Arrête donc, non moins le plaider coupable. Plains-la de t'avoir donné la clé du bonheur. La nuit qui est sombre prépare le voyage du soleil pour éclore la nature. Voici l'aurore fête sa naissance. Du destin affreux dont tu parles, tu en seras hilar de voir le beau temps. N'oublie pas, ô poète, toute relation que tu tisses est une toile que tu gagnes. Sa douleur fut énorme car elle t'aimait si fort, mais le destin lui convia la lourde mission de te briser pour que tes yeux s'ouvrent, que tu sois poète et que tu connaisses la vie. Et au poète de répondre à la muse. Ô muse, en dépit de ces mots qui m'ont foudroyé, j'ai trouvé les mots pour ma nouvelle fleur. Et près de ces bruyères d'une verdure de prairies, je brise les chaînes de la tristesse, à l'heure où j'ai dit mon pardon. Sa tâche fut pénible et je sens couler ses larmes de m'avoir quitté. Elle savait la vie et me l'a fait connaître. Maintenant, je m'en vais rencontrer ma moitié. J'ai la suprême obligation d'aimer sincèrement. Certes, tout n'est pas rose en amour, mais le moins que je puisse faire, outre les instants sublimes ou les moments obscurs, serait d'être aux côtés de ma femme jusqu'à ce que les tombes nous viennent.
auditeurs, téléspectateurs, c'était notre invité du jour dans ce beau recueil Chant pour une fleur du poète congolais Alvi Muzita, Grand Prix Mila 2023. Nous avons été heureux d'être avec vous. Vous allez recevoir maintenant Josky Fian et sa team dans Libre Antenne. Ici, c'est la voix de la diaspora. Merci à Esmel S pour la belle mise en onde sonore et pour son pragmatisme et son professionnalisme. Si on lisait Paris, Rome, New York, Sydney, Shanghai, allô le monde, on a pris l'antenne. Radio La Voix de la Diaspora, 106.9. Comment vivent les diasporas partout dans le monde. Votre radio qui porte la voix des diasporas et de ceux qui ont fait le choix du retour au pays. Vous avez enfin la parole. Écoutez-nous aux quatre coins du monde sur www.lavoixdeladiaspora.fr. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et LinkedIn. Abidjan 106.9 FM.